Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, ça change pas, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme le podcast de la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup trop vite. Là, le temps c'est une catastrophe. Là, je vous dis pas, mais il est en train de neiger derrière. Hein, franchement, je suis mercredi, on prend l'avion là, on va se retrouver au soleil. Franchement, c'est pas du luxe. Là, c'est pas du luxe. Juste après cet épisode là, justement, il faut que j'aille faire mon petit test PCR pour pouvoir prendre l'avion. Sinon, pas de voyage. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va faire le petit test PCR et puis je vous ferai un petit retour pour voir. J'espère que ça fait pas mal. Allez, on passe à l'actualité immobilière de la semaine. Il y en a pas énormément, il y en a seulement trois qui étaient intéressantes. La première, c'est rénovation énergétique. Rénovation énergétique. Le budget ma prime rénov épuisé avant la fin de l'année. Et ouais, ils n'avaient pas prévu. En fait, il me semble. Alors, j'ai pas, c'est pas des chiffres corrects que je vais vous donner, mais par exemple, l'année dernière, il me semble qu'il y avait eu genre peut-être 150 000 dossiers qui ont été traités. Et en fait, là, cette année, avec l'ouverture à tous les propriétaires et même à des copropriétés, ils se retrouvent avec une masse énorme de travail. Il y a plus de 13 000 dossiers qui sont posés chaque semaine. 13 000, donc c'est pas rien. Et donc, du coup, l'État se sont assemblés et ont décidé de faire déborder euh, la somme allouée à ma prime rénov. Ça pourrait déborder d'1 milliard en 2021. Donc c'est une bonne nouvelle pour aider les ménages à rénover leur logement parce que ça rencontre un succès spectaculaire et donc automatiquement l'État va devoir remettre au pot pour pouvoir remettre à flot le dispositif jusqu'en fin 2021. Est-ce que ça va continuer dans le temps? Est-ce qu'en 2022 il y aura encore? Je pense qu'il y aura encore. Je pense qu'il y aura encore ma prime rénov. Par contre, pas aussi accessible. Je pense pas que ça sera aussi accessible. Déjà de 1, il faut savoir que avant la moyenne des primes était entre 4 et 5 000. Et là maintenant on est sur du 3 000. Donc je pense que ça va encore baisser, ça sera un peu plus restrictif. Mais ma foi, je pense que ça existera toujours dans un an. Ensuite, deuxième actualité, il y a désormais quasiment autant de femmes que d'hommes qui empruntent en solo. Ça, c'est mon petit côté féministe. Je lui donne l'info parce que voilà, égalité homme-femme. Non, je suis quand même content. Alors, je vais pas faire le. J'ai pas envie de faire le féministe, hein, mais je trouve ça normal que les hommes et les femmes soient représentés de manière équitable, que ce soit en business ou dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que ces dernières années, la part des femmes qui empruntent seules a fortement progressé. L'écart de budget entre les hommes et les femmes commence à se réduire. C'est-à-dire que tu prends un homme et une femme à peu près du même âge, eh ben, il y avait encore quelques années, le budget des femmes était largement moindre que que celui des hommes. Est-ce que ça c'était normal? Non, je pense pas. Et donc je suis quand même content que on est quand même en 2021, il faut aussi faire avancer les choses. Mais je suis content. Voilà. Et girl power. Voilà. Troisième actualité de la semaine, les passoires thermiques interdites à la location à partir de 2028. 2028, c'est quasiment demain, c'est quasiment demain, ça va arriver très vite. Les députés ont voté dimanche, donc à savoir, j'enregistre ce podcast lundi, donc ça a été voté hier. Ils ont voté l'interdiction des locations des passoires thermiques en 2028. Tout ça dans le cadre de la loi climat. Il faut savoir qu'il y avait d'autres choses qui avaient été demandées, notamment par la gauche,
C'était par exemple dès que tu étais sur un DPE, je vais pas te dire de bêtises, dès que tu étais sur un DPE EF, hein, d'accord, la gauche avait demandé à ce qu'il y ait une décote de 10 à 15% du loyer en moins. Ça a été refusé. Et il y avait également, je sais plus qui avait fait la demande, mais en gros, une personne avait fait la demande pour exclure de cette loi tous les biens ruraux. Ça aussi, ça a été balayé direct. Ça sera bien tous les logements de France qui seront régis par cette loi. Donc en 2028, plus de passoires thermiques. Et entre nous, les amis, en 2021, ne faites plus de passoires thermiques. Ça sert à rien. Dans tous les cas, que tu le fasses maintenant ou plus tard, tu seras obligé de le faire. Fais-le maintenant, profites-en maintenant, fais tes petits travaux. Passoire thermique, je pense pas que tu as envie de vivre dedans. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les actualités immobilières de la semaine, les amis. Vous avez vu, hein, assez léger. Trois petites informations utiles, percutantes. Et puis voilà. On continue avec la question de la semaine. Je vous avais dit hein, que maintenant on va organiser un peu ce podcast avec différentes rubriques. Et la rubrique question de la semaine en fait partie. Et on commence tout de suite. Alors déjà, je voulais vous remercier et je voudrais aussi à vous, auditeurs qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Donc mon Instagram c'est Anthony, A-N-T-H-O-N-Y, tiré du bas, underscore, T-H-R-D. Vous me contactez dessus, vous m'envoyez un petit message. Votre petite question de la semaine, comme ça elle paraîtra dans la rubrique. Et vous pouvez également regarder dans les notes de l'épisode. Et pour les personnes qui sont sur YouTube, dans les commentaires, il y a aussi une adresse mail. C'est graine.investisseur@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer. Hein, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Insta. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se montrer aussi sur Internet, etc. Et je peux le comprendre totalement. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place cette adresse mail. Comme ça, il n'y a pas de visuel. Ça sera un petit échange de mail standard. Donc n'hésitez pas, vous envoyez vos questions et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, on passe à la question de la semaine. Bonjour Anthony, merci pour tous ces conseils que tu donnes gratuitement. Je t'écoute depuis quelques semaines et j'aurais une question si tu veux bien. Suite à ton conseil, je suis en train de passer un de mes appartements en meublé puisque mon locataire part. Alors, que me conseillerais-tu? Acheter des meubles neufs ou acheter des meubles d'occasion en très bon état, en se disant que le prix peut aller jusqu'au moins 50% moins cher que le prix du neuf. Et j'aimerais savoir l'impact du coût par rapport à la déduction d'impôts. Je te remercie d'avance et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres épisodes. Bah écoute, merci à toi, c'est super gentil. Effectivement, t'inquiète pas, il y aura encore vraiment, vraiment pas mal d'épisodes. Il y a même d'autres choses qui sont en projet que je suis en train d'écrire. Et ça sera normalement, on est ensemble pendant un bon bout de temps. Alors, je vais répondre à ta question. Alors, déjà, je voudrais te dire, déjà, c'est bien de ce que je comprends, tu étais en nu et tu passes en meublé. C'est une bonne chose. Maintenant, faut voir aussi au niveau des impôts. Hein. Faut voir si au niveau des impôts, ça sera positif pour toi. Normalement, oui. Mais en fonction de ça fait combien de temps que tu détiens le bien, etc., etc., ça peut être aussi des fois problématique. Alors j'espère que tu as fait tes petits calculs, mais sur cette partie, voilà. Alors, pour les meubles, en fait, je vais pas faire le gars à dire acheter neuf. Moi aussi, j'ai déjà acheté de l'occasion pour mettre dans des locations. Alors, l'occasion, et il y a occasion et occasion, hein. Je parle pas d'une occasion toute flinguée, non. C'était des meubles de très très bonne facture.
que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et donc, en réalité, c'est pareil. C'est pareil. Généralement, ton comptable, ce qu'il va faire, c'est que il va passer tes factures, hein, il va passer en charge tes factures en dessous de 500, et puis tout ce qui est normalement au-dessus de 500 euros, ça va passer dans ce qu'on appelle un amortissement. Il faut savoir que les meubles, en général, les amortissements sont sur 5 ans. Donc, après, c'est comme tu le sens, soit tu achètes en gros, je sais pas, imaginons, je vais te dire une bêtise, hein, au niveau des prix, mais imaginons, tu achètes d'occasion, alors, juste pour revenir, mais neuf et occasion, même combat, ça sera ça sera la même chose. Donc au niveau choix, peu importe, tu fais ce que tu veux. Maintenant, au niveau comptabilité, faut savoir que, imaginons, si tu achètes 2500 euros de meubles d'un coup chez un particulier ou un professionnel, hein, peu importe, ça va passer en amortissement. C'est-à-dire que tu vas prendre tes 2500, tu les divises par 5 et hop, tu auras cette somme-là tous les ans qui sera déduit de tes revenus BIC. Ensuite, en fonction bien sûr, hein, les amis, je pense que ça commence à être un peu normal, mais là, c'est si on fait du réel. D'accord? Si on fait du forfait, on a un abattement de 50% et basta. Maintenant, si on fait du réel, il y a plein de composants qu'on peut venir déduire. Et donc, si on fait du réel et que tu as 500 euros d'amortissement par an sur tes meubles, eh ben, tu auras moins 500 pendant 5 ans. Maintenant, si toi tu préfères avoir, je sais pas, hein, peut-être la première année directement avoir 2500 d'un coup, tu pourrais, dans ce cas-là, faire acheter tes meubles petit à petit, par tranche de 500 euros à part 500 euros, tu vois. Comme ça, au lieu de les passer en amortissement, tu viens de les passer en charge, qui seront déduits directement. Et puis, si tu es en négatif, hein, le report de charge, il sera là pendant quelques années. Donc, franchement, peu importe, tu fais comme tu veux. Par contre, moi, ce que je te conseille vraiment, et surtout, ne déroge pas à cette règle, c'est que si tu fais des achats d'occasion sur le Bon Coin, moi, je te conseille, c'est de print l'annonce, d'imprimer l'annonce Le Bon Coin, et dessus, eh ben, tu fais signer le propriétaire qui te fait, entre guillemets, une attestation, d'accord? Une attestation pour te dire, ok, je déclare avoir vendu à monsieur Untel ça, pour un montant de, etc., etc. Comme ça, en fait, tu es totalement transparent. Et ton comptable, normalement, moi, mon comptable accepte ce genre de procédé, donc je ne verrai pas pourquoi le mien accepterait et pas un autre. Et c'est surtout d'un point de vue fiscal, c'est pour le fisc, clairement. Au moins, tu as une preuve, c'est carré, tu as le nom du vendeur, au moins tu es tranquille, tu vois. Ça fera vraiment partie, ça sera vraiment une pièce fiscale, une preuve, tu vois. Donc voilà. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Si jamais tu as d'autres questions, tu n'hésites pas, hein, tu me renvoies un petit message et je me ferai un plaisir d'y répondre. On a fini avec les questions de la semaine et on va commencer directement par le sujet du jour. Le sujet du jour, les amis, c'est devenir riche avec l'immobilier. J'ai voulu traiter cette émission parce que y a, les gens ne savent pas réellement avec quoi ils vont. Alors, je vais me focus vraiment sur l'immobilier, hein, mais les gens ne savent pas réellement avec quoi ils s'enrichissent. Il faut savoir qu'en immobilier, il y a 4 générateurs de richesse. Le premier, et qui est le plus connu, c'est le cash flow. Le deuxième, le remboursement de prêt. Parce que oui, personne ne tient compte du remboursement de prêt, mais plus vous détenez un bien, et moins vous avez de capital remboursé. Donc, plus vous vous enrichissez. Le troisième générateur de richesse, c'est l'appréciation d'un bien. Et le quatrième, c'est la réduction d'impôts. Je vais vous prendre un exemple pour un peu imager, c'est prenons une maison que
que vous achetez 100 000 et vous mettez un apport de 20%, donc 20 000 euros. Vous faites donc un emprunt de 80 000 euros et allez, imaginons que vous faites un cash flow de 2400 euros par an. La magie de l'immobilier fait que vous pouvez garder votre logement et plus le temps passe, plus votre locataire rembourse votre emprunt. Et donc, vous devez de moins en moins. Donc ça, c'est la première chose. Votre cash flow, par contre, imaginons que on reste sur quelque chose de stable. On a dit 2400 euros par an. Votre cash flow, lui, il va rester relativement stable. Donc, vous gagnez en plus du remboursement de prêt, vous gagnez en plus tous les mois de l'argent. Mais derrière, il y a aussi l'appréciation du logement. L'appréciation, c'est le fait qu'il prend de la valeur. Par exemple, quand vous l'avez acheté, il valait 100 000. Et puis, maintenant, vous l'avez gardé, vous l'avez un peu exploité, etc. Vous avez peut-être fait un peu de travaux, etc. Et maintenant, il vaut plus 100 000, mais il vaut 110 000 à l'heure actuelle. Et puis, selon votre choix fiscal, eh ben, vous pouvez aussi avoir une réduction d'impôt plus ou moins importante en fonction de votre choix fiscal, de vos revenus, etc., etc. Donc en réalité, les gens ne voient que le cash flow actuellement. Ils ne voient que le cash flow. Ils se disent, ok, ouais, bah, je fais 2400 euros de cash flow actuel. C'est cool, c'est déjà très très bien. Mais derrière, ils ne prennent pas en compte les autres générateurs de richesse. Parce qu'en réalité, tu ne gagnes pas que 2400 euros. Derrière, tu rembourses, tout ce qu'on a dit juste avant. Le cash flow, c'est le plus courant. Et c'est vrai, ça a été vraiment démocratisé vraiment partout. Sur YouTube, cash flow, cash flow, cash flow. Mais il est vrai que tu dois faire du cash flow positif tous les mois. Sinon, franchement, sinon, t'es mort dans le game. T'es mort dans le game. Et si tu veux durer, performer en immobilier, si tu fais pas de cash flow, bah, tu vas faire une opération et puis ça va être compliqué. Donc, tu en as besoin au début vraiment pour pouvoir accélérer, pour pouvoir passer la deuxième, la troisième. Et c'est hyper important. Le cash flow, je le rappelle, mais c'est la différence entre toutes les entrées d'argent et toutes les sorties d'argent. Je vous dis bien toutes. On parle de net, c'est-à-dire que on vient même retirer les impôts. Maintenant, passons à l'appréciation. L'appréciation, c'est le fait que votre logement va prendre de la valeur. Il faut savoir qu'il y a deux types d'appréciation. Il y a l'appréciation naturelle et l'appréciation forcée. L'appréciation naturelle, c'est le fait que votre logement, sans aucune action de votre part, il va prendre de la valeur comme ça, uniquement par le temps qui passe. Par exemple, vos parents, qui ont acheté leur maison il y a 20 ans, si aujourd'hui ils la revendent, ou je peux vous dire, parce que moi j'ai mes grands-parents qui ont acheté une maison il y a 20 ans, aujourd'hui, effectivement, ils l'avaient acheté pour pas grand-chose il y a 20 ans, mais maintenant, ils l'ont revendu 10 fois le prix. 10 fois le prix. Donc, et ils n'ont rien fait de spécial. C'est juste parce que leur logement est hyper bien placé, avec un tram. Par exemple, en fait, ils ont acheté il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas encore grand-chose là où ils habitaient. Et en fait, il y a eu un développement massif de cette zone. Et ils se sont retrouvés dans un secteur top, avec beaucoup de commodités, avec un tram qui passe à côté de chez eux, leur logement est bien placé, etc. Et donc, ils ont acheté, je vais vous dire des chiffres fictifs, mais ils ont peut-être acheté 50 000 euros, 60 000 euros il y a 20 ans, et puis aujourd'hui, ils ont vendu 400, 500 000. Et ça, c'est l'appréciation naturelle. Parce qu'il ne s'est rien passé, ils ont rien fait de plus
que vivre dans le logement. Ils ont acheté, ils ont laissé le temps passer et la valeur a augmenté. Alors bien sûr, je vais quand même faire un petit disclaimer, hein. Ça n'arrive pas toujours, d'accord. Faire x10, c'est joli, c'est beau, mais c'est pas courant. C'est pas courant. Par contre, ce qui est courant, c'est d'acheter votre logement, comme je vous disais, vous l'achetez 100 000, vous le revendez 5, 6, 7 ans plus tard, il vaut 110, 115, naturellement. Maintenant, passons au deuxième type d'appréciation, et c'est l'appréciation qui, pour nous, investisseurs immobiliers, va nous intéresser. C'est l'appréciation forcée. L'appréciation forcée, vraiment pour nous les investisseurs, c'est celui-là sur lequel on va pouvoir jouer pour faire prendre de la valeur. L'appréciation forcée, en réalité, c'est le fait d'apporter une amélioration à un logement afin de le rendre plus attractif, plus attrayant. Par exemple, vous achetez un appartement, T2, une chambre. Il y a de la place pour réaliser une deuxième chambre. Donc, vous mettez en place l'action de créer cette deuxième chambre. Et hop, votre logement a pris de la valeur. Parce que ce n'est plus un T2, mais c'est un T3. Pareil, on n'est pas obligé de construire une chambre, mais imaginons vous apportez, vous faites un dressing, vous faites une suite parentale, vous construisez une deuxième salle de bain. Bref, vous avez vu un peu, pour nous les investisseurs, on peut toucher sur pas mal de choses pour augmenter, pour forcer cette appréciation. C'est pour ça que moi je l'appelle l'appréciation forcée, parce que il y a vraiment une action de notre part pour augmenter sa valeur. Donc là, on a vu les deux types d'appréciation. Maintenant, les deux peuvent se lier ensemble. Vous pouvez, de 1, faire de l'appréciation forcée en rénovant le logement, en ajoutant des caractéristiques qui vont augmenter sa valeur. Et puis, deuxièmement, on peut aussi avoir l'appréciation naturelle par le fait de garder le logement quelques années et le prix du marché va augmenter légèrement, etc. Bref, les deux cumulés, c'est jackpot. Donc ça, c'était le deuxième générateur de richesse. Maintenant, on va voir le troisième générateur de richesse qui est le remboursement de prêt. Tout à l'heure, je vous disais que le cash flow, c'est le plus important. Et c'est vrai, le cash flow, c'est le plus important. Si vous voulez durer en immobilier, si vous voulez faire des affaires, de multiples affaires en immobilier, vous avez besoin de dégager du cash flow et c'est important au début d'avoir du cash flow. Maintenant, il est vrai que plus on a avancé et plus on peut se permettre des choses, d'être un peu plus, je dirais, laxiste au niveau du cash flow. Je vais vous donner un exemple, c'est à un moment, acheter un bien patrimonial hyper bien placé, hyper liquide, qui, si on parle en termes de cash flow, vaut que dalle, c'est bien aussi. C'est bien. Parce qu'il y a quelque chose derrière que les gens... Il n'y a personne qui prenne en compte le fait que vous remboursez du prêt. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours là, et ça je l'ai vu sur des groupes Facebook, hein. Il y a quelqu'un qui montrait en plein centre de Lyon, qui avait un projet en plein centre de Lyon, et son projet s'autofinançait tout juste. Okay, c'est-à-dire que il prenait, je crois qu'il devait payer, il me semble, genre 3 ou 4 euros par mois. Donc ça fait une trentaine d'euros par an. Il devait mettre de sa poche parce que son projet ne dégageait pas de cash flow. Et les gens ces gens-là l'ont massacré. Ouais, non, ton projet il est pas bon, nanana, nanana. Ouais, sauf que derrière, il y a un truc que tu prends pas en compte. C'est que, et ça c'est le problème, c'est que on parle toujours de cash flow, cash flow, cash flow. Mais derrière, il y a aussi le remboursement de prêt.
Cette personne-là qui achète son logement en plein centre de Lyon, est-ce que tu crois que demain, il va vendre à perte? Est-ce que tu crois que demain, il va mettre 1 an à vendre? Est-ce que tu crois que demain, il ne sera pas plus riche que ce qu'il était quand il a acheté son logement? Bien sûr que si. Bien sûr, bien sûr que si. Le remboursement de prêt, même s'il est en négatif, alors il y a négatif et négatif, hein, si tu mets 200-300 balles par mois dans ton bien, effectivement, là, ça le fait pas. Par contre, là, tu vois, on est à 3 euros par mois, une trentaine d'euros par an. Pour moi, c'est ok. Même, imaginons, ce qui est rare, mais vacances locatives en plein centre de Lyon, allez, imaginons, il se prend un mois, bah ouais, il va mettre un mois de sa poche. Mais par contre, c'est très rare, en plein centre de Lyon, tu trouves comme ça, quoi, tu vois. Donc, pour moi, son projet, il est hyper safe. Parce que il l'achète maintenant, avec l'appréciation et l'appréciation peut-être forcée, son bien va valoir beaucoup plus, son bien va prendre énormément de valeur, et peut-être qu'il ne gagne pas de cash flow là tout de suite, mais derrière ça, il rembourse son prêt. Et quand il va revendre, plus-value assurée. Donc, il faut quand même remettre un peu le cash flow, ok, c'est important, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le remboursement de prêt. Tu fais, par exemple, je sais pas, imaginons que tu fais 500 balles de cash flow par mois, en réalité, tu fais plus que 500 balles. Parce que derrière, il y a ton prêt qui rembourse. Tu capitalises sur ton investissement. Donc, faut pas l'oublier. Et le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est le quatrième générateur de richesse, pour moi, c'est la réduction d'impôts. Selon le choix fiscal que vous faites, vous allez plus ou moins payer des impôts, voire même être à zéro. Et clairement, c'est le but. Je ne vous parle pas de système de défiscalisation. Je ne vous parle pas de Pinel, etc., etc. Non, ça c'est pas. J'ai fait un épisode sur le Pinel. Va l'écouter si t'es pas convaincu. Reviens me voir. Non, je vous parle pas de dispositif de défiscalisation. Moi, je vous parle de payer 0 € d'impôt sur votre activité de location et selon le choix fiscal, d'aller même jusqu'à une réduction de votre impôt sur le revenu à titre perso. Donc, ce qui peut être vraiment pas mal. Donc, tu vois quand même que l'immobilier, tu peux aussi gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Je vais te donner l'exemple Alors, au niveau fiscal, tu as, plusieurs alternatives. Le nu, le meublé, la SCI, etc. Enfin, les sociétés, etc. Quand tu fais du nu, il y a certaines règles fiscales. Quand tu fais du meublé, certaines règles fiscales. Quand tu fais de la société, d'autres règles fiscales. Je vais commencer par le meublé. Le meublé, notre but, c'est de ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire que, enfin, c'est même pas ne pas payer d'impôts, mais c'est ne pas rajouter d'imposition sur nos revenus. En gros, notre objectif, c'est d'être sur nos recettes locatives, il faut être fiscalement à zéro. Comme ça, ça passe ni vie ni connu, il n'y a rien qui vient se rajouter sur ton impôt, sur ton imposition au revenu, tu es tranquille. Société, c'est encore un peu différent parce que là, ça va être sous forme de dividende. Si tu veux avoir de l'argent, c'est sous forme de dividende. Je ne vais pas en parler là, mais en gros, l'argent reste tant qu'il reste bloqué dans la société, tu n'es pas imposé dessus. Maintenant, maintenant, je vais vous parler du choix fiscal nu, des revenus fonciers. Vous savez, selon les gens, la fiscalité du nu, elle est pas terrible, etc., etc. Et pourtant, je comprends pas. Moi, je comprends pas parce que quand c'est bien. Alors, bien sûr, effectivement, c'est pas aussi simple que du meublé. Il y a des petites subtilités à comprendre, etc. Mais vous, quand vous savez réellement le potentiel du nu, on peut faire énormément, énormément de choses.
Je vais vous parler justement du fait d'avoir un abattement sur ses revenus perso. En gros, si tu fais du meublé, si tu fais du nu, si tu es un peu malin, tu fais tes travaux, tu fais un certain montant de travaux et on est capable de venir imputer du déficit sur tes revenus salariés. Imaginons, je vais te donner un exemple. Prenons quelqu'un qui est tout seul et qui a, je sais pas, qui touche 30 000 euros de salaire. 30 000 euros de salaire, je sais pas exactement, ça fait combien au niveau des impôts, peut-être, je sais pas, peut-être 3 4 000. Ouais, je pense que ça doit faire à peu près dans ces eaux-là, 3 4 000. Il est tout seul, etc. En fait, si tu fais du nu de manière intelligente, tu vas venir faire un surplus de travaux pour être capable de dégager du déficit à venir amputer sur tes revenus salariés. C'est-à-dire qu'avant, tu étais peut-être imposé je t'ai dit combien, 30 000, et bien maintenant tu seras imposé sur 20 000. Et donc, ça vient réduire tes impôts. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Au niveau il n'y a que ce dispositif fiscal-là qui est capable de venir toucher sur tes revenus salariés, tes revenus issus du travail. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà les amis, là je vous ai résumé un peu les 4 générateurs de richesse dans l'immobilier. C'est quelque chose à ne pas oublier, gardez-le en tête. Il n'y a pas uniquement que le cash flow, comme on l'entend partout, mais ils sont au nombre de 4. Le cash flow, le remboursement de prêt, l'appréciation et tout ce qui touche aux impôts. Bon voilà les amis, j'espère que ce petit épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas, soutenez la cause. Un petit pouce pour les personnes sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si vous êtes sur un Apple device, n'hésitez pas, Apple Podcast, vous allez sur le podcast Graines d'Investisseur, vous mettez un 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fera hyper plaisir. Faites grandir la communauté, n'hésitez pas à partager le podcast, partager les informations, partager le contenu et en espérant que cette communauté grandit. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao.